lit le grand journal, les titres. Binta Diallo. En Chine, les étudiants africains de Wuhan comptent saisir la CEDEAO. Concertation en ce moment pour une solution de sortie de crise. Le Sénégal déjà prêt pour faire face à toute éventualité de cas de coronavirus. Le centre des opérations d'urgence, toujours opérationnel, mis en place en 2014 contre Ebola. Les 22 pêcheurs en garde à vue au commissariat central de Saint-Louis vont être déférés au parquet. Tension toujours vive. Toute la langue de barbarie bouclée par les forces de l'ordre ce matin. Samedi de manifestation, les impactés du Terre ne décolèrent toujours pas. Les travaux ont complètement enclavé les 52 cités de Zakmbao. Les actualités internationales, Georges Détié-Diopin. Le bilan du coronavirus en Chine, elle a encore augmenté, 563 morts. L'OMS lance un appel de fonds pour combattre l'épidémie au Mali. Une maladie virale différente du coronavirus fait plusieurs morts. La fièvre hémorragique Crimée-Congo a fait 7 morts dans la région de Mopti. Au Togo, coup d'envoi ce jeudi de la campagne présidentielle. 7 candidats dont le président sortant sont en lice. Scrutin prévu le 22 février au Burkina Faso. La présidentielle est prévue le 22 novembre. Développement à partir de 12h15. Les sports, Cher Tidiane Diagne. Début de mai à Tanger au Maroc des championnats d'Afrique de karaté. La compétition concerne les cadets juniors et les seniors. Le Sénégal est champion d'Afrique en titre, ambitionne de garder son titre. Ce tournoi est d'une importance capitale sur la voie des Jeux Olympiques de Tokyo. Démarrage du championnat national de basketball initialement prévu pour ce week-end. C'est repoussé jusqu'à la mi-février. C'est pour permettre donc au club d'être au top sur le plan administratif. Là-dessus, vous entendrez ces clubs, mais aussi la Fédération sénégalaise de basketball. Football, nous allons nous intéresser à la Coupe du Roi d'Espagne. Ce soir, le Real Madrid et le FC Barcelone jouent en quart de finale contre des adversaires que vous découvrirez tout à l'heure dans le journal des sports. Polémique autour du rapatriement des Sénégalais bloqués à Wuhan, en Chine, frappés par le coronavirus. Que faire? On en parle dans Point de vue. Ce sera à partir de 12h35 à la réalisation de ce grand journal. Il y a Alioune Ba et toujours avec un immense plaisir. Au micro, Binta Diallo, bienvenue à tous et à toutes. Et merci à notre photographe attitré. La situation des Sénégalais bloqués à Wuhan en Chine, ils se portent bien mais s'impatientent. Concertation sur place avec d'autres étudiants africains pour saisir la CEDEAO pour une sortie de crise commune. Mbaké Amar l'a dit à Ahmed Mohamed Ali Mouba. Il est étudiant à Wuhan, l'épicentre du coronavirus. La situation qu'on vit ici, nous disons qu'à part l'ambassadeur personnellement qui, avec son soutien moral, qui chaque jour et chaque matin nous appelle pour s'enquérir de notre situation. Nous n'avons pas... Et aussi des autorités chinoises qui essaient de gérer au maximum la crise avec toute l'aide qu'ils peuvent nous fournir. Mais s'agissant des autorités du pays, nous avons que depuis qu'on a reçu l'argent, nous avons plus de contact avec eux. Je parle des autorités basées au pays. Maintenant, nous aussi, à notre niveau, nous sommes toujours d'alerte, quoi. Nous continuons notre chemin, pour ne pas dire combat, parce qu'on n'est pas en combat. Nous essayons de nous regrouper avec nos confrères africains, surtout de l'Afrique de l'Ouest, pour essayer de remonter les choses au niveau de la CEDEAO afin d'avoir une solution venant de la CEDEAO. Parce que nous ici, nous avons position à adopter. On pourrait bel et bien contacter la France, parce que nous ici, nous contacter la France ou bien d'autres pays pour nous aider, mais nous ne voulons pas de cette aide. Nous voulons vraiment d'une aide venant du peuple africain et principalement du Sénégal. Au Sénégal, justement, le centre des opérations d'urgence est toujours opérationnel. Construit en 2014 contre le virus Ebola, le corps médical est sur place pour prendre en charge tout cas suspect de coronavirus. Le centre bénéficie d'aides financières extérieures. L'État du Sénégal ne donne rien pour un budget annuel estimé à 200 millions de francs CFA. Mohamed Ali Mouba.
Le centre des opérations d'urgence sanitaire du Sénégal est logé à Fann. Inauguré en 2014 au plus fort de l'épidémie Ebola, il a pour rôle de prévenir, de détecter et de répondre aux urgences. Une coordination de l'action des différents acteurs impliqués dans la réponse aux urgences, assurer la surveillance épidémiologique des maladies à potentiel épidémique. Ebola a été maîtrisé, mais le centre est toujours en veille. Selon Dr Bousso, le centre a besoin de 200 millions par an pour fonctionner. Mais l'essentiel des contributions provient des bailleurs de fonds. Donc aujourd'hui, effectivement, nous fonctionnons sur la base des ressources publiques et ça c'est important. Aujourd'hui, le centre des opérations a un budget propre de l'État du Sénégal, mais j'avoue que la majorité de nos ressources viennent des partenaires parce qu'aujourd'hui, les partenaires sont très conscients du rôle des centres et aussi de la position stratégique du Sénégal. Et donc, dans le cadre de nos activités, surtout de préparation, nous avons beaucoup d'appui du gouvernement américain, de l'OMS, de l'UNICEF, donc d'autres organisations, la Fondation Gates qui sont là et qui appuient dans le cadre de nos activités. Ayant vaincu Ebola, un cas importé, le centre est-il prêt à faire face à l'épidémie de coronavirus? Docteur Bousso, catégorique. En termes de stratégie, les stratégies sont à peu près les mêmes. Mais là, on a une épidémie qui est moins grave, même si elle est contagieuse, hautement contagieuse. Au moment où on parle, nous n'avons aucun cas sur le continent africain. Donc le risque, il est encore circonscrit sur le territoire chinois. Donc notre rôle, c'est effectivement de nous préparer face. Mais aujourd'hui, effectivement, nous avons les capacités, en tout cas en termes techniques. Le centre des opérations d'urgence sanitaire a coûté plus d'1 milliard de francs CFA, financé par les États-Unis. Un service de prise en charge donc est mis en place à l'hôpital Fann. Professeur Moussa Seydi, chef du service des maladies infectieuses, dirige l'équipe médicale. Il rassure, le coronavirus est moins dangereux qu'Ebola. Au micro de Awambaye. C'est un service bien équipé. Nous avons la logistique nécessaire, les équipements et les consommables qui nous ont d'ailleurs été donnés en partie par le CEIS, en partie par le directeur de l'hôpital Fann et on a aussi sollicité d'autres équipements au niveau du ministère de la Santé. Donc nous avons ce qu'il faut pour prendre en charge les premiers cas. Du point de vue du personnel, on a un personnel bien formé parce que nous avons eu à prendre en charge un cas et puis il y avait aussi beaucoup de cas suspects qu'on a eu à prendre en charge. Et nos collègues ont été appuyés au Congo, en Sierra Leone, au Libéria et en Guinée. Donc nous avons l'expérience ici au niveau du Sénégal, mais aussi une expérience internationale dans des terrains où il y avait beaucoup de cas. Les procédures sont en place parce qu'il faut des procédures très claires, sinon il y a le risque que la contamination se fasse à l'intérieur même de la structure sanitaire et que la structure sanitaire puisse être source de dissémination dans la ville. Donc là, les procédures sont là. Donc il n'y a pas de quelque chose que je dirais d'inquiétant pour nous parce que Ebola est beaucoup plus grave, il faut le dire comme ça. Vous savez que la létalité avec Ebola c'est minimum 50%. Un malade sur 2 meurt minimum. Et avec des chiffres qu'on a avec le nouveau coronavirus, vous voyez que la létalité est de 2%. Donc c'est pas du tout pareil. RFM, la radio de toute l'actualité. Et vous suivez le grand journal sur la radio de toute l'actualité à 12h08. La tension est toujours électrique dans la langue de Barbarie à Saint-Louis. Les jeunes pêcheurs ont voulu encore faire un rassemblement sur la place Pointe-à-Pitre, mais ce sera sans compter avec les forces de l'ordre qui ont très tôt quadriller les lieux, interdiction également de circuler sur le pont Moustapha Malick Gueye. Du coup, les activités économiques connaissent un coup de frein. Des Saint-Louisiens dénoncent dans ce reportage signé Mohamed Nabissila. La descente du pont Moustapha Malick Gueye, les quais et le boulevard fluvial de Guet Ndar portent encore des stigmates des affrontements entre pêcheurs et forces de l'ordre. La langue de Barbarie reste encore d'accès difficile car les commerçants et les populations devront faire le tour pour emprunter le pont Masseck Ndiaye à Ndartout pour pouvoir vaquer à leurs occupations. Une situation qui a des conséquences économiques réelles dans les activités de la vieille ville. Les gens ils souffrent actuellement. Ces 2 jours ou 3 jours de perturbation, les gens ont souffert et ils continuent de souffrir. L'accès au lieu de travail
des pêcheurs deviennent au débarcadère, à l'embarcadère là. Ça devient très long. Ils font le tour de leur... Que là, les autorités de ce pays-là, administratives, religieuses, coutumières, fassent de l'intermédiaire pour rapidement régler le problème, trouver des solutions rapides pour que Saint-Louis retrouve ses activités. Les populations souhaitent un retour à la normale dans les plus brefs délais. Vraiment, il y a de l'espoir. C'est vraiment regrettable. C'est vraiment regrettable. Même les acteurs qui ont fait ça, actuellement, ils commencent à reconnaître que c'est vraiment, ça pourrait ne pas se produire. Avec la violence, on ne peut rien régler. Et puis ça peut même amener à des choses plus catastrophiques que tout cela. Donc, franchement parler, on les appelle vraiment à garder toujours le calme et de se référer toujours aux autorités qui sont là, vraiment surtout aux autorités de tutelle qui sont là. Ils ont réuni presque tous les marabouts de la langue de Barbarie. 22 personnes ont été interpellées par la police et certains sont déférés devant le procureur de la République ce jeudi. A signalé qu'un rassemblement de jeunes pêcheurs sur la place Pointe-à-Pitre avec le colonel Abdourahim Kébé qui avait proposé sa médiation est présentement interdite. RFM Saint-Louis. Mohamed Nabissila. Aux dernières nouvelles, le colonel Abdourahim Kébé a été interpellé par la police à la suite de ce rassemblement. C'est pour participation à une manifestation interdite. Nous y reviendrons. Faut-il le rappeler, 22 personnes ont été interpellées par la police avant-hier lors d'échauffourées entre pêcheurs et forces de l'ordre. Ils sont en garde à vue au commissariat central de Saint-Louis dans l'attente d'être présentés au procureur. À l'origine de ces manifestations, le retard noté dans la délivrance des licences de pêche par la Mauritanie. De l'électricité dans l'air à Ourossogui, les jeunes de la localité ont assiégé depuis ce matin le site devant abriter la maison de justice. Ils exigent la délocalisation de cette infrastructure. Le site est sous haute surveillance par la gendarmerie. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre correspondant Ali Bandelnyang. Une autre manifestation dans le nord du pays, c'est à Ndendori. Les populations ont bloqué la route reliant Bakel à Ourossogui depuis ce matin. Elles dénoncent la spoliation de leurs terres par le maire. Les impactés du TER de Zac-Mbao vont organiser un rassemblement après-demain samedi. Ils réclament l'érection d'une passerelle pour sortir les 52 cités de l'enclavement dû aux travaux du train express régional. Écoutons Chimère Diagne, président de Synergie Zac-Mbao, au téléphone avec El Haj Ndiogoudien. Au niveau de la ZAC, il y a 52 cités qui traversaient les rails à hauteur de Grand-Bao, en traversant la cité Ibn Yaïdjadji, la cité des enseignants. Mais depuis lors, ils ont érigé un mur qui nous oblige à faire un grand détour, c'est-à-dire aller jusqu'à Kernbaïfal pour prendre le pont auto. Il y a un pont auto qu'on a construit là-bas. Et ces gens-là veulent nous obliger à aller jusque là-bas, Kernbaïfal, pour faire à peu près 1 kilomètre. Bon, nos enfants ne peuvent pas faire ce parcours parce que souvent ils descendent tard, il y a l'insécurité. Il y a nos femmes qui descendent tard. Même nous, les pères de famille, nous ne sommes pas en sécurité. C'est un rassemblement au niveau des rails pour demander qu'on construise une passerelle à ce niveau, à hauteur de Grand-Bao, qui va permettre aux 52 cités qui sont derrière ces murs-là d'aller vaquer leurs besoins tranquillement. Actuellement, on est en train de souffrir. Les impactés du TER, qui était leur porte-parole, était Chimère Ndiaye. Il est le président de Synergie Zac-Mbao. Affaire Guy Marius Sagna, le juge a rejeté la demande de liberté provisoire pour l'activiste. Ses avocats se disent déçus de cette décision, mais ils comptent continuer le combat jusqu'au bout avec d'autres demandes de liberté provisoire. Maître Moussa Sarr, un des avocats de Guy Marius Sagna, avec Mohamed Ali Mouba. C'est la deuxième demande de liberté provisoire qui a été demandée au profit de Guy et qui a été rejetée. Le sentiment, il est clair, c'est un sentiment d'incompréhension. Parce que Guy, comme nous l'avons toujours indiqué, réunit toutes les conditions pour recouvrer la liberté. Maintenant, les motifs invoqués ne sont pas du tout fondés en droit, c'est des motifs mal fondés. Notre seconde demande de liberté provisoire a été rejetée au motif que les faits sont graves. Mais c'est inexact. En quoi des faits sont graves? Participer à une manifestation pacifique, s'accrocher aux grilles du palais, c'est une forme d'expression démocratique. C'est pas un fait grave, c'est une forme d'expression démocratique. Deuxième chose, ça a été rejeté au motif qui a trouble à l'ordre public. Quel trouble à l'ordre public? Des faits qui sont déroulés depuis le 29 novembre. L'ordre public a été rétabli s'il a été troublé. Et je me pose la question s'il a été troublé. Troisième motif, risque
que de réitération. Quelle réitération? On ne peut pas présumer de ce qui se fera demain ou après-demain. Donc, la motivation juridique de ce rejet est radicalement et manifestement mal fondée. Certainement, Guy est retenu pour autre cause qui n'a pas été dite. Maître Moussa Sarr, votre demande de liberté provisoire, la deuxième du genre, a été rejetée. La suite, ça va être quoi? Le pool d'avocats va se réunir incessamment pour voir la suite à donner. Mais en tout état de cause, on peut retenir que le combat judiciaire se poursuivra jusqu'à ce que Guy Marius Sagna retrouve la liberté. Ça, c'est incontestable. L'Assemblée nationale mène une médiation dans la crise à l'agence de presse sénégalaise. Une délégation de la commission communication et culture dirigée par son président Samba Demba Ndiaye rencontre en ce moment le directeur général et les travailleurs victimes de sanctions pour tenter de trouver une solution à l'amiable. Le ministère de la fonction publique a aussi dépêché un émissaire sur place. 2 femmes, 2 chefs de service donc à l'APS ont été licenciés, tandis que le secrétaire général de la section Saint-Pix, Bamba Kassé, lui, a été suspendu. Il est 12h15. RFM. L'actualité politique. Présentation des termes de référence des commissions du dialogue national. La commission en charge des questions économiques s'est vue recalée hier en cause une question de procédure, mais le plan Sénégal émergent a aussi suscité quelques incompréhensions auprès de certains membres de cette commission dirigée par Baïdi Agne. Voyons tout cela avec Pape Besdiba. La commission économique a raté hier son examen de passage devant le comité de pilotage du dialogue. Une question de procédure serait la cause. Des incompréhensions sont apparues au moment de la présentation des termes de référence, lesquels TDR devaient être partagés et validés par tous les membres de la commission, ce qui manifestement n'avait pas été fait, nous dit une source interne à la commission. D'après notre informateur, certains n'avaient pas compris que le plan Sénégal émergent soit pris comme base de travail, ce qui, à leurs yeux, reviendrait à faire du dialogue national un cabinet d'études pour le pouvoir. Ce sont des détails, regrette un autre membre de la commission présent pour le compte de la société civile. Il s'interroge visiblement amer. Comment peut-on dialoguer sur l'économie en faisant table rase sur ce qu'a produit le PSE? Mais d'après toujours nos 2 sources, tout semble dépasser maintenant. Tous les équivoques et malentendus ont été levés. Le PSE est mis en annexe des TDR. Les membres se sont accordés et le document devrait être présenté lors de la prochaine plénière du comité de pilotage du dialogue national. Le coordonnateur du collectif des organisations de la société civile pour les élections dénonce le flou autour de la date des élections locales. Valdiodio Ndiaye demande à l'État de fixer une date dans les meilleurs délais. Selon ce membre de la société de la commission politique du dialogue national, les locales peuvent bien se tenir entre décembre et janvier prochain. Valdiodio Ndiaye était l'invité de RFM Matin. Nous allons lancer le processus de l'évaluation du processus électoral et de l'audit du fichier. Et que, normalement, si tout se passe bien, si tout est diligenté avec une volonté affirmée d'aller de l'avant, je pense que tous ces travaux-là peuvent être bouclés d'ici le mois de juin. Et à partir de ce moment-là, je pense que vraiment l'État, nous avons l'une des administrations électorales les plus performantes en Afrique. Nous avons parfaitement les moyens de tenir la défense. Je pense que vraiment l'État, nous avons l'une des administrations électorales les plus performantes en Afrique. Nous avons parfaitement les moyens de tenir la date des élections. Par exemple, au mois de juillet, déclencher le processus, par exemple, de la révision exceptionnelle des listes électorales. Parce que c'est à partir de cette révision exceptionnelle des listes électorales qu'on va fonder, si on maintient, par exemple, d'autres aspects des élections comme le parrainage et autres. Même si moi, par ailleurs, aujourd'hui, ma conviction elle est faite que pour les élections locales, il vaut mieux enlever le parrainage. Donc, je pense qu'il est parfaitement tenable de tenir les élections locales entre le mois de décembre 2020 au plus tard le mois de janvier 2021. L'État évoque l'argument du dialogue politique, disant qu'il est obligé d'attendre les résultats, les conclusions de ce dialogue-là. Est-ce réellement un argument convaincant? À mon sens, non. On ne peut pas quand même, dans un État, là où on décide par exemple des choses aussi importantes de ceux qui vont gérer les affaires publiques et même les affaires locales, devoir par exemple le gérer de manière élastique.
Le dialogue politique en réunion ce jeudi, le 7e point est en train d'être examiné, c'est-à-dire discuter de la mise en place d'un cadre normatif de l'action politique et citoyenne, renforcer les droits fondamentaux des citoyens et les libertés des acteurs politiques. C'est dans ce point que l'opposition pose les cas de Karim Wade, Khalifa Ababakar Sall, l'interdiction des marches, l'article 80 et le cumul être président de la République et chef de parti. Nous y reviendrons. C'est dans une liesse populaire que les populations de Ndiarao dans la commune. Les populations de Ndiarao sont aux anges. Leur localité est sortie des ténèbres. Elle a été électrifiée de la lumière après des années de demandes non satisfaites et de manifestations. Le maire de Ndiarao, localité située dans le département de Bambey, invite les habitants à en faire bon usage. Correspondance Babacar Diouf. C'est dans une liesse populaire que les populations de Ndiarao dans la commune de Keur-Sambakan ont accueilli pour la première fois de leur vie les agents préposés à la mise en marche du courant électrique. Ceci dans le cadre du programme d'électrification universelle. Dans la région de Diourbel, Batal et Ndiarao sont ciblés. Baba Diallo, directeur général de l'ASER. Que cette ère couvre 5 localités. Nous avons au niveau de Keur-Sambakan, Ndiarao, nous avons Batal, mais également 3 localités au niveau du nord du Sénégal, Fora Diawara, Gangel Maka, qui sont concernés pour l'électrification et Babangol. Donc c'est un concept innovant que l'Agence sénégalaise de l'électrification rurale a mis de l'avant qui pour accélérer l'électrification, permettre aussi la réalisation de l'accès universel. Le maire de la localité invite les populations à faire de cet intrant un moyen pour leur émergence. Ibrahima Khalil Fall. On ne peut pas développer un village, on ne peut pas parler de l'émergence sans l'électrification rurale. Aujourd'hui, nous avons de l'électrification, il faut donc essayer de faire de sorte que cette électricité-là soit une émergence. L'entreprise chargée de l'exécution du projet invite l'État à faire confiance à l'expertise locale. Il y a beaucoup d'entreprises en fait qui ont non seulement l'expertise mais qui ont aussi la volonté et l'organisation pour pouvoir le faire. Ce que nous attendons vraiment, ce n'est pas un appui vraiment particulier, c'est-à-dire nous n'attendons pas une discrimination positive même par rapport aux entreprises sénégalaises. Ce que nous attendons simplement, c'est qu'on nous fasse confiance, qu'on nous confie des projets. Des villages de moins dans cette longue liste de localités qui attendent d'être électrifiés dans la région de Diourbel. Bambey, RFM Babacar Diouf. Michel Ndiaye, nommé représentant de l'Union africaine en République démocratique du Congo, notre compatriote occupait jusque-là les fonctions de directrice du programme pour la paix et la sécurité en Afrique à l'Institut d'études de la paix et de la sécurité selon Le Soleil qui donne l'information. Michel Ndiaye remplace à ce poste le diplomate nigérien Abari Abdou. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Georges Detidiop. Bonjour Binta Diallo. L'épidémie de coronavirus, une mission internationale d'experts va se rendre en Chine. Elle y est attendue très prochainement selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a lancé un appel de fonds pour faire face au coronavirus qui a fait plus de 500 morts en Chine. Salimatao. Les mesures de restriction continuent de se multiplier à travers le pays. Dans la capitale chinoise, les Pékinois sont toujours cloîtrés chez eux par peur de l'infection. Se multiplier à travers le pays. Dans la capitale chinoise, les Pékinois sont toujours cloîtrés chez eux par peur de l'infection. Cependant, il y a une inquiétude face aux chiffres officiels. L'Organisation mondiale de la santé a lancé ce 5 février un appel de fonds de 613 millions d'euros pour combattre ces 3 prochains mois l'épidémie de coronavirus, une épidémie qui a déjà fait près de 500 morts. L'OMS a ajouté qu'une mission internationale d'experts se rendrait en Chine. Sans plus de précision, la Chine n'est pas le seul pays concerné par le coronavirus, puisque plus de 200 cas ont été identifiés dans une vingtaine de pays, notamment à Hong Kong, qui a fait état de morts. Au Mali, 7 personnes sont mortes de la fièvre du Congo dans la région de Mopti. La maladie virale a été détectée fin janvier chez un berger du village de Samoa. L'homme a été contaminé par l'intermédiaire d'un bœuf. La maladie virale se transmet par des tiques infectés, mais le chargé de la communication du gouvernorat de Mopti, Yacouba Maïga, rassure que c'est différent du coronavirus. Selon l'OMS, la transmission à l'humain de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo se produit soit par piqûre de tiques, soit par contact avec du sang ou des tissus d'animaux infectés pendant ou immédiatement après
l'abattage. Laurent Gbagbo qui réclame à la Haye sa remise totale de liberté. Audience ce jeudi à la Cour pénale internationale. L'ancien président ivoirien réclame la levée des conditions assorties à sa libération, dont l'interdiction de quitter Bruxelles où il réside depuis son acquittement le 15 janvier 2019. Ses avocats estiment que la décision du tribunal est arbitraire, selon l'un d'entre eux qui s'exprimait sur France 24. Laurent Gbagbo ne peut pas quitter la capitale belge sans autorisation. Il ne peut donc pas jouir de ses droits civiques et politiques ni participer à la vie politique de son pays. Les avocats de la Côte d'Ivoire, eux, s'y opposent car, selon eux, une libération inconditionnelle et un retour de l'ancien chef d'État dans son pays pourrait entraîner des troubles à quelques mois de l'élection présidentielle. Et la campagne électorale qui a démarré ce matin au Togo, la campagne présidentielle électorale pour la présidentielle. Le scrutin Binta est prévu le 22 février prochain. 7 candidats sont en liste, dont le président sortant, Faure Gnassingbé, est en course pour un 4e mandat. 6 candidats de l'opposition sont sur la ligne de départ. Il s'agit notamment de Jean-Pierre Fabre, ancien chef de file de l'opposition, et Gabriel Messan Agbeyome Kodjo, ancien premier ministre sous Gnassingbé et Yadema. Le scrutin va connaître pour la première fois de l'histoire du pays la participation des Togolais de la diaspora. Au Burkina Faso, pour terminer, l'élection présidentielle est prévue le 22 novembre. Elle sera couplée aux législatives. L'annonce est du ministre de l'administration territoriale. Siméon Saodogo a déclaré hier que le Conseil des ministres a adopté 2 décrets portant fixation des dates des élections présidentielles et législatives. Merci beaucoup, Georges. Vous aurez la parole tout à l'heure sur la gestion de l'épidémie du coronavirus par l'État. Pour en parler, nous recevrons Babacar Ba, conseiller technique numéro 2 du secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur, et Boubacar Sey, président de l'ONG Horizon Sans Frontières. Bonjour, cher Tidiane Diagne. Bonjour à vous, Binta Diallo. Bonjour à tous. Début demain à Tanger, au Maroc, des championnats d'Afrique de karaté. Cela concerne les catégories cadettes, juniors et seniors. La compétition concerne donc ces catégories. Le Sénégal est champion d'Afrique en titre et ambitionne de garder son titre. Mais en face, il y a des équipes redoutables. À préciser que ces championnats d'Afrique de karaté restent qualificatifs au JO de Tokyo. Les précisions de Souleymane Gaye, vice-président à la Confédération africaine de karaté. Pourquoi cette période? C'est parce que la compétition de qualification va avoir lieu à Paris au mois de mai. Et nous avons anticipé sur les championnats d'Afrique pour les tenir donc en cette période de l'année, pour que ceux-ci puissent entrer dans le ranking, pour permettre aux athlètes donc d'engranger des points supplémentaires par rapport à leur positionnement. Donc c'est pour donner aux athlètes africains une chance supplémentaire de gagner des points par rapport à la classification finale pour les Jeux Olympiques donc de Tokyo. D'ici la qualification à Paris au mois de mai, on a encore 2 Karaté Premier League. Il y a Dubaï, il y a encore le Karaté Premier League du Maroc et je crois une autre compétition de Série A qui seront prises en compte pour le classement des athlètes. Alors, quelles sont les chances de l'Afrique par rapport aux Jeux de Tokyo? Le gros problème se pose à ce niveau. Donc c'est une question qui nous interpelle tous, nous, en tant que dirigeants africains, en tant que membres du bureau de l'Union africaine, parce que notre souhait, c'est d'avoir le maximum d'athlètes africains, de quelques pays qu'ils soient, donc représenter l'Afrique au plan mondial, avoir une belle représentation donc, de l'UFAC au niveau donc, de Tokyo. Le report du démarrage de la saison de basket, pas une grosse conséquence sur la saison. Oui, c'est programmé à nouveau pour mi-février. C'est pour permettre aux clubs d'être au top sur le plan administratif. 9 clubs de l'élite sont concernés par cette décision de la Fédération sénégalaise de basketball, Sorecam. Ils font partie des clubs qui n'ont pas encore déposé leur licence, d'où le report du démarrage de la saison. Pour le cas de Mermoz, le président reconnaît que la faute leur incombe. Ndiak Lah. À la décharge de la fédération, effectivement, les notifications avaient été remises assez tôt, donc à l'ensemble des clubs, mais la situation administrative de certaines équipes n'est pas encore bouclée, notamment le Mermoz Basket Club. On devrait travailler davantage, être disponible et prêt à pouvoir démarrer la saison au mieux. Également, soutenir au maximum le calendrier et les efforts qui sont effectués par la fédération. En dehors de Dakar, où il y a 3 clubs concernés, Mermoz, Bop, Saltigué, 6 clubs issus des autres régions sont dans la même situation. Il s'agit de Mbour Basket Club, US Rail, ASC Thiès, Louga Basket Club, UGB et Saint-Louis Basket Club. Pape Banandiaï, président de Saint-Louis Basket Club, affirme que les émeutes notées à Saint-Louis ces derniers jours ont retardé les démarches administratives à leur niveau. Au niveau des licences, l'électrocardiogramme est obligatoire.
le médecin référent de la fédération à l'hôpital de Saint-Louis avait donné à notre club un rendez-vous mercredi. Malheureusement, avec les omètes de Saint-Louis, l'accès de l'hôpital était difficile et ça a été reporté à hier soir. Donc hier soir, si on le fait, on le dépose aujourd'hui ou demain. Les délais de traitement sont très courts par rapport à la commission fédérale qui s'en occupe. Finalement, le démarrage de la saison aura lieu le 15 février. Dans son communiqué, la fédération précise qu'aucune autre dérogation ne pourra être accordée. Alors, les clubs concernés sont avertis. Soletiam, ce léger décalage n'aura pas un gros effet sur le calendrier préétabli selon le président de la commission des compétitions de la FSBB. Son nom, Atoumane Gaye. Le report est dû beaucoup d'équipes, à plusieurs équipes. Non seulement, je ne dis pas qu'ils ne sont pas à jour, mais qu'ils n'ont même pas déposé de licence. Ils sont engagés, ils sont déjà réaffiliés, ils sont engagés pour donc jouer le championnat. Et malheureusement, 7 à 8 équipes n'ont pas déposé de licence. Donc, on ne peut pas jouer un championnat, à moins qu'il y ait des forfaits. Mais donc, si on demande des forfaits, nous risquons d'avoir des problèmes à la fin de la saison. Et nous avons joué hier en réunion, discuté, vraiment en responsable. Et je pense que la meilleure solution, c'est de faire un report d'une semaine qui permettra donc à la commission de qualification de traiter lucidement les licences. Surtout, le gros problème, c'est sur les nouvelles licences. Parce que comme le règlement le dit, pour les nouvelles licences, la qualification est d'une semaine. Donc aujourd'hui, sur les 7 équipes qui n'ont pas déposé de licence, si nous commençons à valider les licences, pratiquement les licences ne seront pas validées. Peut-être sauf des renouvellements. Parce qu'en fait, les renouvellements, c'est 24 heures, 48 heures. Là, ça peut se faire facilement. Mais par contre, pour les nouvelles licences, il faut impérativement 7 semaines de qualification. Donc, après une réflexion, nous avons jugé utile donc, de reporter le démarrage du championnat qui était prévu la semaine du 8 au 9 et maintenant de le faire à la semaine du 15 au 16. Football pour terminer. Quart de finale de la Coupe du Roi d'Espagne. Ce soir, le Real Madrid, actuel leader de la Liga, s'oppose à 18h à la Real Sociedad. 20h, son dauphin en championnat, l'FC Barcelone, croise de fer avec Atlético Bilbao. Grenade, Mirandes, club de 2e division, sont qualifiés en demi-finale de la Coupe du Roi d'Espagne. C'est bien fini. Merci beaucoup, cher Tidiane.